Bon, là on s'attaque à un gros morceau de l'histoire du Languedoc et de la France. On va remonter dans le temps et bien tout retracer correctement, car entre enjeux politiques et économiques allant concerner le roi Louis XIV lui-même, ainsi que la modification de paysages et la création de nouveaux écosystèmes, nous allons parler du canal des deux mers, et qui est le canal du Midi. Let's go! Bon, reprenons depuis le début. Commencement, Dieu créa la terre et le ciel. La terre était informe et vide et... A few moments later. Depuis bien longtemps, des monarques comme Charlemagne et François Ier ont une vision utopique de relier la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Ces derniers ont pour but de créer un passage à l'intérieur des terres entre les deux mers, éviter les taxes espagnoles et le détroit de Gibraltar avec ses pirates, pouvoir assurer une sécurité dans le transport. Cela sera proposé durant le 15e et 16e siècle par de nombreux hommes et ingénieurs, mais cela n'aboutira jamais parce que le royaume a trop peur de voir une perte d'argent massive dans un projet qui n'est pas viable. L'alimentation du canal est notamment un des points complexes pour la réalisation de cet ouvrage. Mais un homme arrive avec un projet plus solide que les autres et il s'agit d'un homme de la région du Languedoc et qui est Pierre-Paul Riquet. Pour la petite anecdote, 30 ans avant le début des travaux, on retrouve le père de Pierre-Paul Riquet dans un groupe de travaux constituant à discuter de la faisabilité ou non du canal. Ce n'est pas un hasard, mais plutôt une histoire de famille. Le canal est compliqué en deux points. Tout d'abord, il va falloir faire le seuil de Nourouz. C'est un seuil qui s'élève à 190 mètres au-dessus des niveaux de la mer pour rejoindre les deux vallées. Il restera alors à faire monter l'eau jusqu'en haut de ce seuil pour qu'il y ait une connexion entre les deux vallées. Le deuxième point majeur compliqué est le débit du canal du Midi. Il doit rester constant qu'importe les conditions climatiques et périodes de l'année. Et c'est là que Pierre-Paul Riquet arrivera à le réussir. Avec une méthode empirique, c'est-à-dire qu'il va tester et observer le terrain pour réaliser certains travaux. Avec lui, en avant la pratique et ouste la théorie. Le but du canal est clair, ruiner l'Espagne en esquivant le détroit de Gibraltar sans payer les taxes. La France veut redevenir une grande nation dans le commerce sur le plan national et international. Le canal a aussi un deuxième but, reprendre le contrôle sur la région du Languedoc qui n'est pas sous mainmise de l'autorité du royaume. Il est difficile ici pour les autorités d'y mettre un impôt et de le percevoir parce qu'il n'y a pas de valeur. La région regorge de ressources alimentaires et vestimentaires, mais le problème est l'export. Pierre-Paul Riquet va alors changer le destin de la région. Il va alors décider d'employer les gens sans utiliser l'impôt de corvée autorisé par le roi en ayant des préceptes sociaux en avance et innovant sur son temps. Refuser cet impôt de corvée qui est associé à de l'esclavage parce qu'un impôt de corvée est en fait de l'esclavage moderne. C'est-à-dire que chaque citoyen du royaume doit donner et remplir un temps de travail non payé pour le roi. Pierre-Paul Riquet s'y refusera malgré l'autorisation du roi et commencera alors à instaurer ces nouveaux préceptes sociaux. Mensualisation du salaire 2 fois plus élevé que les disponibles dans la région. Week-end, arrêt maladie, jour de plus chômé, jour de fête. Avec tout ce qu'il crée à cette époque, il est tranquille et s'assure d'avoir un chantier qui avance dans les temps. Mais en revanche, cette situation va créer des problèmes dans la région. Il faut savoir qu'il est dans une région pauvre et les autres entrepreneurs, fermiers et personnes qui créent de l'emploi ne peuvent pas s'aligner sur ces salaires. Pierre-Paul Riquet finira alors par s'aligner avec les salaires de la région, mais fournira quand même des avantages sociaux qui permettront d'attirer une grande masse de travailleurs. En plus de créer le canal, il va créer de nouvelles zones économiques. Ce canal va alors devoir créer des ports et des lieux de stockage et d'affluence, ce qui va permettre de développer une seconde économie et donner un second souffle à la région du Languedoc. Le canal servira à tous les ménages pour la réalisation de tâches quotidiennes, faire boire le bétail, arroser les cultures, le ménage, la lessive, mais surtout un accès à l'eau potable. Pour créer le canal, il a fallu modifier la nature. La modification de la nature et sa transformation porte un nom, l'anthropisation. L'anthropisation sera présente dans tous les ouvrages autour du canal et reliés au canal. On peut notamment nommer le lac de Saint-Ferréol. Ce lac est alors un des premiers réservoirs artificiels au XVIIe siècle et l'un des plus grands du monde à son époque. Il y aura aussi alors la voûte de Malpas. C'est un tunnel qui sera creusé à travers la colline afin de faire circuler l'eau plus facilement et d'alimenter le canal plus
plus facilement. Il y aura d'autres barrages construits ici et là qui seront des déviations de rivières et de ruisseaux afin de stocker un réservoir d'eau assez grand. On peut notamment souligner la création du lac de la Ganguise. Cet ouvrage n'est tout simplement qu'un barrage et qui sera modifié au cours des années 2000 pour doubler sa capacité. Il passera de 20 millions de mètres cubes d'eau à plus de 44 millions de mètres cubes d'eau. Cela fait de nouvelles niches écologiques à coloniser par la biodiversité et cela se fera de différentes façons. Si l'on est par la déviation de cours d'eau, la biodiversité présente dans les cours d'eau colonisera le plan d'eau en s'y rendant avec le courant. Il y aura alors une migration. Mais il peut y avoir certaines colonisations par d'autres méthodes, on va dire un peu moins conventionnelles, et on pourra alors avoir le transport d'œufs de perche par le plumage des canards ou alors certains poissons qui s'échappent de becs ou de serres d'oiseaux lorsqu'ils sont dans les airs et retombent dans un lac. Mais la colonisation d'un plan d'eau comme un lac ou autre mérite une vidéo aussi à elle seule et j'en parlerai peut-être si vous le souhaitez dans une autre vidéo. Comme vous pouvez le voir autour de moi, le canal du Midi est un lieu très végétalisé. Cela a été voulu par Pierre-Paul Riquet lui-même. Il avait plusieurs raisons de faire cela et la première est le maintien des berges. Des arbres et des iris seront sur les berges afin d'éviter qu'elles s'écroulent. On peut voir qu'il reproduit alors un modèle de répisylve comme j'ai pu vous l'expliquer dans ma vidéo précédente sur la Garonne. Pierre-Paul Riquet liera aussi l'utile à l'agréable. Il mettra des essences comme des mûriers afin de permettre la culture du verre à soie, mais quand cette économie s'essoufflera, alors ce sera le peuplier d'Italie qui produit plus de bois qui sera mis en place au bord du canal. Nous pouvons aussi parler de ces platanes qui me font de l'ombre depuis quelques instants et qui sont vraiment une marque du canal du Midi. Plus de 42 000 platanes ont été plantés au bord de ce même canal. Il est important de savoir qu'actuellement le platane subit une propagation d'un champignon alors qu'il lui cause des problèmes. Aucun remède n'a été trouvé à l'heure actuelle et ce sont des centaines et des centaines d'individus qui sont abattus afin de protéger les autres. Bon, je pense que maintenant on peut aborder qu'est-ce que nous retrouvons dans cette eau qui est juste derrière moi. On va d'abord retrouver beaucoup de carpes, brèmes, silures et poissons d'eau douce que l'on peut retrouver dans des lacs et des rivières. On retrouvera aussi quelques mollusques comme des anodontes, si l'on veut des moules d'eau douce. On pourra aussi retrouver quelques mammifères comme j'ai pu l'expliquer dans la Garonne, comme surtout des ragondins et des rats musqués qui aimeront creuser des galeries dans les berges. On finira alors par retrouver quelques oiseaux communs comme poules d'eau, oiseaux échassés et autres espèces un peu plus communes que vous retrouverez au bord des rivières et des lacs. Il faut savoir que les animaux et la nature n'ont pas pu prendre totalement leurs droits sur cet ouvrage car la cohabitation avec l'homme est beaucoup trop proche et empêche le développement de la nature. En seulement 15 ans, un canal de plus de 240 km de long, 2 mètres de profondeur et 15 mètres de large sera creusé par toute cette force ouvrière composée de plus de 12 000 personnes en même temps sur l'ouvrage. La liaison Toulouse-Mer Méditerranée est réalisée. Pierre-Paul Riquet ne la verra pas de son vivant. Le canal existe bel et bien et sera classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il changera la vie de milliers d'habitants de la région du Languedoc et permettra alors un essor économique par la présence de cet ouvrage.